je remercie le comité d'organisation de m'avoir donné cette occasion de présenter une conférence. Et donc, je voudrais rendre hommage à un de mes amis avec lequel on a fait un parcours de plusieurs années autour de ce que je fais aujourd'hui et ce que je continue de faire, le professeur Mellet, qui était mon ami et mon collaborateur au niveau de l'université de Tlemcen. Alors, je voudrais parler aujourd'hui d'un sujet peut-être qui est peut-être nouveau pour vous et qui est aujourd'hui d'actualité. C'est une nouvelle façon de faire la science. Une nouvelle façon de faire la science, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes devant un problème gigantesque, comme il a souligné dans l'ouverture. L'humanité est en crise, la crise de l'eau, essentiellement, la crise de l'énergie et la crise sanitaire en plus. Et donc, je voudrais aujourd'hui rappeler certaines choses qui, à mon sens, sont difficiles et assez complexes. C'est-à-dire comment, aujourd'hui, vous savez, donc, la connaissance et le savoir ne se développent pas comme auparavant. Vous n'avez plus de grands génies de la science qui émergent comme auparavant. Vous aviez des génies qui émergeaient de temps en temps et qui, quand il y a un obstacle, quand la science n'évolue plus, il y a un génie qui apparaît et qui fait qu'il bouleverse toute la science et la science continue d'évoluer. Il n'y en a plus de ces génies tels qu'Einstein, Newton, etc. Et donc, la connaissance est en panne. La connaissance est en panne et donc il n'y a plus de savoir nouveau. Vous l'avez remarqué, il n'y a plus de savoir nouveau. Vous utilisez toujours les mêmes contextes, les mêmes théories, les mêmes connaissances qu'auparavant. Et donc, il faut essayer d'être aussi, donc je vais rester ici peut-être, donc d'être aussi, comme j'ai dit, pragmatique et essayer de trouver d'autres solutions qui puissent résoudre ce problème et comment faire avancer la science. Et donc peut-être le secret aujourd'hui de trouver des connaissances, puisqu'il n'y a pas de génie, il y a peut-être l'innovation qui remplace la science académique. Et l'innovation, c'est justement comment pouvoir découvrir de la nouvelle connaissance sur ce qui existe déjà comme connaissance. Comment peut-on aujourd'hui utiliser les connaissances qui existent pour découvrir de nouvelles connaissances et un nouveau savoir? Ça vous paraît assez utopique, mais à mon sens, c'est aujourd'hui, je pense, le salut de l'humanité de faire la science de cette façon-là. Et donc, je me suis inscrit dans une démarche qui va peut-être vous paraître assez pragmatique, c'est-à-dire c'est comment, tout d'abord, éviter un de ces problèmes qui se posent à l'humanité, c'est les catastrophes. Il y a les catastrophes naturelles et il y a les catastrophes, je dirais, qui sont dues à l'homme par rapport à les erreurs qu'a fait l'homme quand il a fait des choses, quand il a conçu des choses. Et donc, pour nous, cette chose-là, c'est comment nous pouvons apprendre de toutes ces erreurs qui ont été faites par l'homme, dans les constructions, essentiellement dans les infrastructures. Il y a beaucoup de dégâts qui sont faits dans les infrastructures et aussi, par exemple, puisque nous sommes autour de l'énergie, vous vous rappelez de la grande catastrophe de Killeen, d'accord, où il y a eu 123 morts dans une plateforme par une erreur humaine de construction d'infrastructures, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fatigue des matériaux et la cassure des matériaux. On n'a pas pris en considération des aspects qui ont fait que ça a coûté à 123 morts. Et je pense qu'un des problèmes aujourd'hui de Sonatrach, c'est de pouvoir de la résilience, faire de la résilience. La résilience, c'est d'éviter les catastrophes. Et éviter les catastrophes, c'est d'être sûr, quand on construit quelque chose, qu'elle va durer, elle est durable dans le temps. Et ça, c'est parce qu'on utilise des matériaux. Et il faut justement choisir le bon matériau pour qu'on puisse réellement l'utiliser et être sûr qu'il n'y a pas un danger qui pourrait émerger par la suite. Et donc, il y a eu beaucoup de catastrophes de ce type-là, qui ont coûté la vie à beaucoup de morts, à beaucoup de personnes. Et donc, je vais essayer de vous rappeler une chose qui est importante pour moi, c'est un aspect de la science qui est la science de la fracture. La fracture des matériaux. La fracture des matériaux, c'est-à-dire pourquoi
Donc, nous sommes dans un contexte de ce type-là, c'est-à-dire pourquoi les matériaux se cassent. Pourquoi les matériaux se cassent? Vous vous êtes posé la question parce que pourquoi? Parce que, en fait, la difficulté, c'est que pourquoi les matériaux se cassent, c'est de trouver le matériau qui puisse ne pas casser. C'est ça le but. C'est-à-dire que puisque c'est un problème d'infrastructure, c'est un problème qu'une structure, qu'une infrastructure soit la plus durable possible, c'est de pouvoir trouver un matériau qui puisse résister le plus et qui soit le plus robuste. Mais ça, ce n'est pas aussi facile que cela. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, parce que ces matériaux sont rares. Sont rares et pour les détecter et pour les trouver, ce n'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas dans la science. La science est déterministe, il n'y a pas de hasard. Et donc, il faut trouver une démarche déterministe qui permet de pouvoir détecter ces matériaux qui sont rares. Alors, pour cela, il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on prenne en considération et se dire, est-il possible, la question que je vous pose, est-il possible, sur l'ensemble des matériaux qui ont été synthétisés ou qui ont été découverts, on puisse, sur la base de toutes ces informations, on puisse trouver d'autres matériaux sans faire de calcul, je le dis bien, sans faire de calcul, sans faire d'expérience, juste par la connaissance que nous avons sur ces matériaux, découvrir de nouveaux matériaux. C'est un challenge. Comment vous posez la question? Comment? Sans faire de calcul, c'est-à-dire, je suis sûr qu'il y a beaucoup ici d'étudiants qui font du calcul ab initio, du premier principe, d'accord, pour découvrir des propriétés de certains matériaux. Et il y a beaucoup d'expérimentalistes qui font de l'expérience pour synthétiser de nouveaux matériaux. Et donc la question que je me pose, peut-être ça vous surprend, est-il possible de découvrir de nouveaux matériaux juste sur la base de ce que nous connaissons? La réponse est oui. Nous pouvons aujourd'hui découvrir de nouveaux matériaux sur la base de ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, mais ce n'est pas aussi simple. C'est très complexe comme processus. C'est très complexe comme processus. D'abord, le nombre des matériaux qui ont été synthétisés et qui ont été étudiés est très infini, est très énorme, est très grand. Je prends un exemple. Si vous prenez le tableau périodique de Mendeleïev, 118 éléments, vous pouvez combiner 2 éléments, vous pouvez combiner 3 éléments, vous pouvez combiner 4 éléments, vous pouvez combiner 5 éléments, vous pouvez combiner autant que vous voulez. Et donc, là, je dirais, le nombre de possibilités que vous avez de combiner des éléments, c'est des millions et des millions de combinaisons. Ce que nous connaissons aujourd'hui de l'ensemble de ces combinaisons est peut-être 0,00001% de ce qui peut exister. Et donc, le nombre de possibilités de matériaux est infini. Il y a un nombre infini de possibilités de trouver de nouveaux matériaux. Donc, le nombre de nouveaux matériaux est infini et le champ. Mais, comment peut-on découvrir ce nouveau matériau? Parce que généralement, ceux qui font de l'expérience, c'est ce qu'on appelle de trial error. C'est-à-dire que la découverte de ces matériaux a été faite justement en mélangeant des matériaux et en essayant de voir qu'est-ce que ça donne comme propriété, sans autant qu'il y ait une démarche scientifique rigoureuse par rapport à cela. Et ensuite, la troisième chose qui est difficile dans ce processus qui est complexe, c'est que les informations, les données que vous avez, sont-ils tous précises et justes? Ou peut-être qu'il y a des données qui sont erronées. Alors, si je me base sur ces données erronées, ça veut dire que le résultat que je vais avoir va être aussi erroné. Donc, ce que j'appelle la confidence, d'accord, être confiant des données que je vais utiliser au départ. Donc, voilà, ce processus qui est complexe va me poser une chose qui est complètement différente par rapport à ce que j'avais dit au départ. J'avais dit au départ que la science réelle, la science vraie, est une science déterministe. C'est-à-dire que le hasard n'a pas de place dans la science. Mais dans ce contexte nouveau, je n'ai plus le droit de parler de déterminisme,
mais je vais parler de statistiques, c'est-à-dire de probabilité. Et donc, ça veut dire que tout ce que je vais faire aujourd'hui, tout ce que je vais entreprendre, il y a une part de probabilité dans le résultat. Une part de justesse du résultat et de précision du résultat sur la base, d'accord, de méthodes que je vais utiliser. Et les méthodes que je vais utiliser sont essentiellement statistiques. Alors, et c'est pour ça qu'il faut être conscient de deux phénomènes importants. Quand on parle de déterminisme, on parle de causalité. C'est-à-dire il n'y a pas d'effet s'il n'y a pas de cause. La cause induit un effet, d'accord? Et si je connais la cause, d'accord, je peux connaître l'effet, d'accord? Ça, c'est la causalité. Et donc la causalité, elle est déterministe. Tous les phénomènes sont déterministes, ils ont une cause, d'accord? Il n'y a pas de phénomène qui apparaît s'il n'y a pas une cause à ce phénomène. Et puis, généralement, les gens confondent la causalité avec la corrélation. Tout ce que vous faites dans la science aujourd'hui, quand vous faites des méthodes de calcul ou quand vous faites de l'expérience, vous êtes guidé non pas par un principe de causalité, mais vous êtes guidé par un principe de corrélation. C'est-à-dire, vous dites, quand le paramètre du réseau augmente, la dureté diminue, ou ainsi de suite. Ce sont des corrélations. Mais il n'y a pas une rigueur scientifique derrière les déclarations que vous faites. Il n'y a pas de déterminisme, ce n'est pas la cause. Quelle est la cause? Que le fait que le paramètre du réseau diminue, la dureté augmente, par exemple. Et donc, nous faisons tous des corrélations. C'est-à-dire, une corrélation, c'est, comme l'a dit Coluche, d'accord, par exemple, je vous donne un exemple, il a dit, vous avez une plus grande probabilité de mourir à l'hôpital que de mourir chez vous. Il a raison. Oui, il n'a pas raison. Je dis, il n'a pas raison, parce que pour partir à l'hôpital, vous êtes déjà malade. Donc, si vous êtes déjà malade, vous avez plus de chances de mourir dans un hôpital. Mais le fait de rester chez soi, ça veut dire que vous n'êtes pas malade. Donc, c'est une fausse corrélation, le fait de dire que si vous mourrez, la probabilité augmente si vous allez à l'hôpital. Et donc, pour cela, c'est vous, en tant que scientifique, que vous allez répondre à cette question par rapport à un point de vue. Par exemple, si moi je dis, si on me demande quelle est votre spécialité, je vais dire que je suis un quantum physiciste, c'est-à-dire que je suis un physicien qui s'intéresse à la mécanique quantique, d'accord? Et ici, ils me disent, vous vous intéressez à quel type de recherche? Je dis, je m'intéresse aux sciences des matériaux, aux matériaux. Donc, dans ce cas-là, je ne suis pas un physicien quantique, mais je suis plus un métallurgiste ou ce qu'on appelle un materials engineering. Je suis dans l'engineering des matériaux. Donc le point de vue est différent. Ça veut dire que si vous allez regarder la science d'un point de vue d'une discipline ou d'une autre, vous allez avoir un résultat qui est différent. C'est-à-dire que si je suis physicien du quantique, je vais regarder les choses d'un point de vue d'un physicien quantique. Mais si je suis métallurgiste, je vais regarder les matériaux d'un autre point de vue, d'accord? Parce que là, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire soit de l'aspect fondamental en tant que physicien, ou de l'aspect application en tant qu'ingénieur, d'accord? Donc, et là, c'est ce. Mais si je dis, je m'intéresse au quand et au pourquoi des matériaux quand ils se cassent. Là, je relie les deux en même temps, le fait d'être physicien et le fait d'être ingénieur des matériaux. Parce que dans les deux mots que j'utilise, le quand et le pourquoi, j'utilise le quand et le pourquoi. Quand est-ce que les matériaux se cassent et pourquoi les matériaux se cassent? Vous vous êtes posé la question? Tout le monde sait quand les matériaux se cassent. Mais personne ne sait pourquoi les matériaux se cassent. C'est un grand challenge. Aucun scientifique ne peut vous répondre rigoureusement aujourd'hui pourquoi un matériau se casse. Tous, ils savent quand il se casse. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je prends un verre et je le laisse tomber de mes mains, s'il touche le sol, il casse. Donc je sais quand il casse. Il casse quand le verre touche le sol. Pour éviter qu'il se casse, je mets un tapis pour amortir le choc. Donc le quand me permet d'anticiper
sur le processus, sur l'action que je dois faire pour éviter qu'il se casse. Mais pourquoi ce verre s'est cassé en touchant le sol, ça je ne peux pas répondre. Et donc toute ma vie, j'ai cherché à trouver des solutions. Pourquoi, à répondre à ce grand défi, pourquoi les matériaux se cassent? D'un point de vue d'un ingénieur ou d'un point de vue d'un physicien théoricien. Et donc tout, je dirais, challenge aujourd'hui. Et donc pourquoi maintenant ce que je dis? Donc je vais voir la phase, donc quand je dis je vais choisir un matériau qui puisse être le plus robuste, d'accord, et qui puisse être le plus tenace et le plus dur pour résister, d'accord, à un environnement hostile. Ah ben, la question c'est le quand. Ça veut dire que je dois trouver un matériau qui repose à le quand. C'est-à-dire pour que quand ce matériau est sollicité sous ces contraintes, il ne peut pas se casser. Donc tout ce que nous allons voir, c'est le quand. Le pourquoi, c'est une autre histoire. Peut-être nous le verrons une autre fois, où nous faisons appel à beaucoup de mécanique quantique pour pouvoir répondre à la question du pourquoi. Mais même aujourd'hui, ce sont que des brins de connaissances et de savoir par rapport à cela. Et donc, c'est pour ça que je le dis, je le répète, et je le dis à vous, étudiants, il ne faut pas faire la confusion entre le quand et le pourquoi. Tout ce que vous savez, c'est le quand. Mais vous ne savez pas le pourquoi. Et j'en suis sûr que vous, pourquoi ceci. C'est pour ça que je dis, vous connaissez quand est-ce que les choses se cassent, mais vous ne connaissez pas pourquoi les choses se cassent. Alors, la fracture, la cassure, justement, est aussi un phénomène de causalité. La fracture, la cassure est aussi un phénomène causal. C'est-à-dire la question, le quand, c'est la cause. Et l'effet, c'est le pourquoi. Donc sachez toujours que tout phénomène physique qui existe est toujours un phénomène causal. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas dans la science. Vous dites par hasard. Il n'y a pas par hasard dans la science. Tout a une cause. Et la cause, dans ce phénomène de la fracture, c'est le quand et c'est la cause. Et l'effet, c'est le pourquoi. Je connais la cause, mais l'effet, d'accord, je suis encore en train de le chercher par rapport à la fracture. Je donne des exemples très simples. Par exemple, à un moment pendant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont commencé à faire des corvettes, ce qu'ils appellent les Liberty Ships, c'est-à-dire des petits navires de guerre très rapides, d'accord, très maniables. Et ils ont produit des milliers, d'accord, pour gagner la guerre. Ils ont gagné la guerre grâce à ces bateaux de guerre qu'ils appelaient Liberty Ships. Mais ces bateaux, à chaque fois, je dirais peut-être 30-40% de ces bateaux sombraient dans la mer, coulaient dans la mer sans être touchés par un missile ou par une bombe ou par n'importe quoi. Ils coulaient soudainement, ils se cassaient en deux. Et ils se posaient la question, donc pourquoi ils se cassent? Eh bien, à l'époque, quand on fabriquait des bateaux, pourquoi ils produisaient des milliers de bateaux dans le mois? Parce qu'on venait de découvrir l'arc électrique. Et donc toute l'industrie navale a été complètement révolutionnée grâce à l'arc électrique, puisqu'on commençait à souder les aciers, et en soudant les aciers, donc la cadence de fabriquer des bateaux est devenue très élevée. Et donc on faisait fabriquer des bateaux. Mais on ne savait pas une chose à l'époque. La science était incapable de répondre à une chose. Que quand on fait donc une soudure à l'arc, quel est l'ennemi numéro 1 des matériaux? Quel est l'ennemi numéro 1 des matériaux qui fragilise les matériaux? L'hydrogène. L'hydrogène est l'ennemi numéro 1 des matériaux. C'est celui qu'on évite car c'est celui qui fragilise les matériaux. Et quand on y a de la mer, quand ils sont de la mer et la mer est houleuse, d'accord, il y a toujours, et puis c'est H2O, il y a toujours des radicaux libres d'hydrogène. Et donc l'hydrogène s'infiltrait dans les soudures. Et quand l'hydrogène s'infiltre dans une soudure, ça devient comme une fermeture éclair.
Et donc, la soudure ne tenait pas et les bateaux ne s'étaient pas. Et donc, il y a eu un ingénieur de l'US Navy qui s'appelle Irving Griffith, d'accord, qui a trouvé la solution en faisant ce qu'on appelle le crack arrestateur. Il a dit, donc, je sais quand, et donc je vais trouver une solution. Donc, il a mis autour du bateau, on fait une ceinture, d'accord, on fait une ceinture au niveau des soudures pour éviter, même s'il y a un crack, la ceinture tient toujours les deux morceaux du bateau. C'est ce qu'on appelle le crack arrestateur. Alors, donc Griffith, c'est lui l'initiateur de la science de la fracture. La science de la fracture. Donc, il a su que le when, il a répondu au when, c'est-à-dire que cette fracture est due quand il y a un stress. Et on arrive à une limite d'un stress, et qu'il y a une limite de stress pour chaque matériau, et quand il y a cette limite on dépasse cette limite de stress, il y a fracture. Donc, je sais le quand. Donc, pour éviter la fracture, il faut que cette limite de stress soit la plus élevée. Donc, solution, trouver des matériaux dont la limite critique du stress est la plus élevée. Voilà, vous avez la solution. Comment faut-il trouver des matériaux qui ont une limite de stress critique la plus élevée, d'accord? Mais Griffith n'a toujours pas répondu du pourquoi des choses. Alors, peut-être que je dis la solution est cachée dans les données, dans les datas que nous avons aujourd'hui. Alors, il faut faire la différence en trois choses importantes. La donnée, l'information et la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire la donnée? La donnée, c'est des symboles. C'est différents symboles et différents caractères. A, B, C, D, c'est une donnée. 0, 1, 2, 1, 5, 6, 7, 8. C'est la donnée, c'est des données, ce que j'appelle, c'est des grandeurs alphanumériques. Ça peut être des chiffres ou ça peut être des lettres. C'est une donnée. Et quand vous trouvez une donnée, vous trouvez par exemple 12, vous ne savez pas c'est quoi. Vous ne savez pas c'est quoi. Donc, ce n'est pas une information. La formation, c'est une donnée qu'on introduit dans un contexte. La différence entre une donnée et une information, une donnée devient une information quand on la met dans un contexte. Ça veut dire un contexte, ça veut dire que je vais donner cette donnée, je vais la rendre dans un contexte, par exemple, du climat. Donc, toutes ces données que j'introduis dans un contexte de climat, je vais dire c'est une information que je vais avoir sur le climat. Et ensuite, donc si je dis que la donnée est un atome, l'information c'est la matière. La matière est faite d'atomes. Donc l'information est faite d'informations, de data. Et la connaissance c'est quoi? D'accord? C'est quand vous collectez maintenant l'ensemble de ces informations et vous leur donnez un sens. C'est la collection d'informations et leur donner un sens. Donc tout notre travail, comme j'ai dit, vous avez vu le titre, d'accord? Comment l'information et la connaissance est déduite de la donnée. Donc tout le travail que nous devons faire, c'est comment donner un sens, d'accord? Donner à ces données qu'ils deviennent une information, et ensuite l'information. Et quand vous parlez d'information, et vous allez voir que c'est une science assez complexe, parce que quand on parle de l'information, on mesure l'information. L'information se mesure, et elle se mesure grâce au théorème de Shannon, d'accord, qui lie l'information, d'accord, qui mesure l'information. Et donc, le cycle, d'accord, de ceci, c'est Data, Information, Knowledge. Bon, je ne vais pas tarder sur ça, parce que peut-être vous... Alors, donc, quand vous voyez ici, regardez, c'est une pyramide. La pyramide, vous partez des données, d'accord? Des données, vous partez à de l'information, et de l'information, vous partez à la connaissance, et la connaissance, la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire la sagesse? C'est-à-dire la prise de décision. Qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est à partir d'un ensemble de connaissances et de savoirs qu'on décide ce que nous devons faire. Et donc tout ceci, vous allez le voir, d'accord, il y a des passages, comment passer des données à de l'information et ainsi de suite. Et la première étape, comment passer des données, de ces données, leur donner qu'ils deviennent de l'information. C'est ce qu'on appelle des règles. Trouver des règles. Quelles sont les règles qui lient les données et que ces données deviennent une information? C'est ce qu'on appelle les règles qui gouvernent ces phénomènes. Quelles sont les règles qui gouvernent ces phénomènes? D'accord? Bon, on va faire cette analogie, d'accord? Bon, vous avez le génome humain. Vous connaissez tous le génome humain. Ça veut dire que chaque être humain a son génome. Qu'est-ce que ça veut dire le génome? Le génome est fait de gènes. Vous avez les gènes des yeux bleus, les gènes de la peau blanche, d'accord? Les gènes d'être chauve, etc. Donc il y a beaucoup de gènes dans un génome d'un humain. Et la question, est-il possible que pour les matériaux, je puisse avoir aussi une forme de gène? Que le gène, pour moi, dans mes matériaux, c'est quoi? Par exemple, le gène, je veux un matériau qui soit dur, c'est un gène. Je veux un matériau qui soit tenace, c'est un gène. Je veux un matériau qui a une très grande conductivité thermique, c'est un gène, d'accord? Donc ces gènes-là, d'accord, qui sont dans mes matériaux, est-ce que je peux utiliser les éléments du tableau périodique de Mendeleïev, d'accord? Parce que dans les génomes humains, c'est aussi la même chose, d'accord? C'est des combinaisons d'ADN et d'ARN, d'accord? Donc en combinant ceci, est-ce que pour moi, je peux faire la même chose à partir des tableaux périodiques de Mendeleïev? Et donc, comme je l'ai fait tout à l'heure, par exemple, je vais avoir la même chose, je vais dire que tout ce que j'ai, ce sont des descripteurs de mon matériau, et quand je dis les descripteurs de mon matériau, c'est-à-dire les gènes que je veux attribuer à ce matériau, et ainsi, je passe du génome humain au génome du matériau. Et donc, je suis dans le génome des matériaux, je n'ai pas le temps pour expliquer, je pense, parce que là... Donc, et cette fonctionnalité que je recherche, pour moi, je vais l'appeler une fonction P, d'accord? Et cette fonction P est paramétrisable. Cette fonction dépend de plusieurs gènes. C'est-à-dire que pour avoir un matériau qui puisse résister le plus possible, d'accord, il faut que tout ceci dépend de plusieurs gènes. Et pour moi, les gènes, c'est par exemple, je vais prendre un exemple, par exemple, très simple. Je suis dans l'énergie, et dans l'énergie, on utilise des turbines à gaz. Et vous savez que les turbines à gaz, aujourd'hui, il y a un gros problème. Parce qu'une turbine à gaz, elle fonctionne, d'accord, à des très hautes températures. Aujourd'hui, on ne peut pas augmenter les performances d'une turbine à gaz, par exemple dans un avion, ou pour la produire de l'électricité. Ces turbines à gaz, on ne peut pas aller au-delà de 1200 degrés. Parce que tous les matériaux qui existent aujourd'hui ne peuvent pas résister à des températures au-delà de 1200 degrés. Et donc l'avenir, pour augmenter les performances, d'accord, énergétiques, il faut trouver des matériaux qui résistent à des températures plus grandes que 1200 degrés. Et le challenge, est-ce que, sans faire de calcul et sans faire d'expérience, je peux découvrir des matériaux qui puissent avoir cette possibilité et donc de nous donner ces nouvelles turbines à gaz du futur, sans faire de calcul et sans faire d'expérience, d'accord? Et donc, une turbine à gaz, il faut d'abord qu'elle ne conduit pas très bien la chaleur, et deuxièmement, qu'elle soit très résistante et robuste, d'accord, tenace par rapport à cela. Donc, ce sont les gènes que je recherche par rapport à ma turbine à gaz. Mais les gènes, bon, je ne vais pas retarder, je pense, parce que je n'ai pas le temps de passer sur ces choses-là. Donc, je vais conclure, parce qu'on m'a demandé de conclure. Donc, c'était prévu plus que cela, mais bon, donc il y a un timing. Et donc, je vais terminer. Je vous remercie. Merci.